Bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour animer cet échange, cette conférence sur un sujet qui est d'une si grande actualité cette année. Souvenez-vous, il y a 12 ans, Edward Snowden faisait d'incroyables révélations sur la surveillance de masse et depuis, ces enjeux n'ont fait que s'amplifier. La désinformation mine les démocraties, les États, les GAMAM contrôlent toujours plus nos données, les pratiques d'ingérence se multiplient et tout semble menacer nos libertés individuelles et collectives et mettre en danger la santé de nos démocraties. Alors l'idée avec cet échange, ça va être de comprendre comment nous en sommes arrivés là, d'arriver à cerner ce qui nous menace vraiment et envisager des pistes pour ne plus subir tout cela, si tant est que ce soit possible. C'est le gros débat. Voilà, donc on a 1h30 devant nous. Et donc, alors déjà pour situer mon propos et me présenter en 2 mots, moi je suis journaliste indépendante. Je travaille sur les questions d'écologie pour plusieurs médias comme RFI, La Croix ou Disclose. Et je suis aussi en train de cofonder un média local ici dans l'Entre-deux-Mers qui s'appelle ISME, l'encre de mer. On est en train de terminer une campagne de financement, donc j'en profite pour faire un petit peu de pub qui s'arrête dans 4 jours et qui a vocation justement à interroger comment est-ce qu'on cohabite à l'échelle d'un territoire en posant les questions de manière géographique, photographique et journalistique. Et à mes côtés, pour aborder le sujet qui nous intéresse ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Maud Kessar. Donc vous êtes directrice du domaine Europe, Espace Transatlantique, Russie à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous êtes spécialiste de politique étrangère américaine et vos recherches portent sur les enjeux stratégiques américains et les compétitions de puissance, ainsi que sur les guerres de l'information et les stratégies d'influence. Vous êtes l'autrice de l'ouvrage avec Céline Maranger, Les guerres de l'information à l'ère numérique, publié chez PUF en 2021. Et vous signez aussi un article dans un numéro spécial de Diplomatie, géopolitique de la désinformation, et qui est en kiosque actuellement. Donc si ces sujets vous intéressent, on peut vous le montrer. Vous pourrez compléter du coup les échanges de ce soir avec cette publication. Et Olivier Tesquet, vous êtes journaliste à la cellule Enquête de Télérama, spécialisée depuis 15 ans dans l'impact de la technologie sur la société. Et pareil, vous avez écrit plusieurs essais, dont À la trace chez Premier Parallèle, État d'urgence technologique chez Premier Parallèle aussi en 2021, et Dans la tête de Julian Assange avec Guillaume Ledy chez Actes Sud en 2020. Et vous co-signez ces jours-ci. Je crois qu'il n'est pas sorti encore. Il sort la semaine prochaine, mais il est déjà disponible là-bas. Je l'ai aperçu. Voilà, en exclusivité. Apocalypse Nerds, donc vous le co-signez, et ça explore là la montée du technofascisme, et ça analyse comment des figures de la tech comme Peter Thiel ou Elon Musk, ainsi que des idéologues néo-réactionnaires tels que Curtis Yarvin et Balaji Srinivasan, redéfinissent la souveraineté et la démocratie. Et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler ce soir lors de cet échange. Alors, c'est un sujet un peu costaud et bien entendu, on vous laissera du temps pour poser des questions parce que je ne doute pas que vous avez des questions. Et donc, pour commencer, je voulais qu'on revienne un peu sur la nouvelle, entre guillemets, menace informationnelle. Voilà, donc 12 ans après les révélations de Snowden, est-ce que l'alerte qu'il a lancée sur la surveillance est dépassée ou est-ce qu'au contraire, elle est plus actuelle que jamais? Peut-être qu'on peut resituer justement ce qui s'est passé avec l'affaire Snowden et rappeler en fait aujourd'hui ce que représentent les big data pour poser un peu le contexte. Bon, je veux bien prendre à ma charge, c'est mon dada. Moi, je vais vous raconter une petite histoire en fait. C'est-à-dire qu'on est le 12 septembre. Hier, on commémorait 25e anniversaire, 24e plutôt, des attentats du 11 septembre. Et quelque part, les révélations d'Edward Snowden, donc je resitue cet analyste de la NSA, donc le service de renseignement électronique américain, ou plutôt le salarié d'un sous-traitant de la NSA, en 2013, qui décide de partir de manière très rocambolesque avec tout un tas de données, des milliers de données, qui dévoilent l'ampleur de la surveillance de masse menée par la NSA, à la fois contre des ressortissants étrangers, mais aussi contre des ressortissants américains. Tout ça, évidemment, en prenant quelques libertés avec l'état de droit. Et en fait, les révélations d'Edward Snowden, c'est une sorte d'aboutissement du 11 septembre. C'est-à-dire que le 11 septembre a eu pour effet, dans la communauté du renseignement et de la sécurité aux États-Unis, de créer, évidemment, un traumatisme. On n'a pas su voir venir, on n'a pas anticipé la menace, et donc il va falloir faire quelque chose. Et à l'époque,
Ce qui avait été décidé, c'était à la fois une doctrine et le nom d'un programme qui n'a pas abouti sous cette forme-là, mais qui avait le mérite de porter dans son nom une ambition, qui était un programme qui s'appelait Total Information Awareness, c'est-à-dire le fait de tout savoir tout le temps, en gros. C'est-à-dire plus jamais ça, on va réussir à deviner comme ça, dans le mar de café, des signaux faibles qui vont empêcher de nouveaux attentats d'advenir. Et c'est à la suite de ça que seront déployés tous les programmes qui sont ensuite révélés par Edward Snowden en 2013. Si je fais ce petit saut en arrière, c'est parce que s'écrit une autre histoire en parallèle, sur un autre chemin, mais qui suit vraiment rigoureusement celui tracé par Edward Snowden, avec quelqu'un d'autre, que tu as mentionné d'ailleurs, qui est un autre produit, quelque part, du 11 septembre, qui s'appelle Peter Thiel. Peter Thiel, sur lequel j'aurai probablement l'occasion de revenir, qui est un milliardaire de la Silicon Valley, qui n'est probablement pas le plus connu, qui n'est pas non plus le plus riche, mais qui est peut-être le plus influent, probablement plus influent même qu'un Elon Musk, qui, pour vous situer quelques-uns de ses faits d'armes, est le premier investisseur extérieur de Facebook, est un des cofondateurs de PayPal, qui est un libertarien convaincu. Pendant longtemps, il était présenté comme l'argentier conservateur de la Silicon Valley, et on se disait que ça jurait un peu dans cet environnement-là. Et c'est quelqu'un qui a une méfiance maladive vis-à-vis de la démocratie représentative. C'est d'ailleurs quelqu'un qui pense que la démocratie et la liberté ne sont pas compatibles. Il l'a écrit noir sur blanc il y a déjà bien longtemps. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui investit, tout en voulant se dégager de la politique, dans le but notamment de faire advenir un pouvoir qui soit même de subvertir les institutions, et qui a financé la campagne de quelqu'un qu'on commence à bien connaître par chez nous, qui s'appelle J.D. Vance. J.D. Vance, qui à l'époque a été élu au Sénat dans l'Ohio, et qui aujourd'hui est évidemment le vice-président de Donald Trump. Et si je parle de Peter Thiel, c'est parce que en 2001, lui aussi a été traumatisé par le 11 septembre, et très peu de temps après ces attentats, il a monté une entreprise qui s'appelle Palantir. Palantir, alors pour les lecteurs du Seigneur des Anneaux, ça évoquera peut-être quelque chose, c'est la pierre qui permet de tout voir tout le temps. Donc on retrouve dans la promesse de Palantir, la promesse des services de renseignement américains et de leur programme Total Information Awareness. Et en fait, quand ils montent Palantir, Peter Thiel se dit la NSA, c'est des bons à rien. À l'époque, il les compare aux ce qu'ils appellent les Keystone Corps. C'est ces espèces de flics de comédie burlesque des années 30 qui sont absolus. C'est les Dupont et Dupont du cinéma burlesque américain. Et donc, en gros, son truc, c'est de dire les services de renseignement ont échoué à nous protéger, on va les remplacer. Je vais monter une entreprise qui va faire le travail des services de renseignement à leur place. Et donc, traiter des volumes très importants de données, faire de la prédiction, etc. Et donc, ils vont signer des contrats avec les services de renseignement, avec des services de police, etc., etc. Y compris, on les signé jusque chez nous, parce que à l'heure où je parle, la DGSI en France est toujours cliente de Palantir, ce qui pose quelques problèmes depuis que Trump est revenu au pouvoir, parce qu'ils essaient de s'en dégager, mais c'est pas aussi simple que ça. Et quand il monte donc Palantir, avec d'ailleurs le soutien du fonds d'investissement de la CIA à l'époque, qui s'appelle In-Q-Tel, là aussi il y a une forme de privatisation. Mais Peter Thiel et Palantir sont complètement absents des révélations d'Edward Snowden. Et donc on a l'impression, comme ça, je reviens en 2025, on a eu 2001, 2013 les révélations d'Edward Snowden, 2025, avec cette bande de 2013 qui est vraiment pile au milieu entre les deux dates. Et le bilan que je tire est un bilan qui ne va pas sonner très positif pour un préambule, mais qui est que, en dépit des révélations d'Edward Snowden, aujourd'hui on se retrouve face à un pouvoir qui est celui, alors là je le réifie un peu, il n'y a pas que Palantir et Peter Thiel évidemment, mais Palantir, plus que n'importe quelle autre entreprise aujourd'hui, incarne ce qui est en train de se passer, la recomposition du pouvoir au sein de l'administration américaine et qui a tendance à se diffuser ailleurs. Tout ça pour vous dire d'une manière un peu plus triviale qu'on n'a pas le cul sorti des ronces, comme dirait l'autre. Voilà. Merci pour cette première introduction et ce rappel chronologique des faits historiques. Maud, de votre côté, vous parlez de guerre informationnelle. Comment est-ce que vous voyez les choses de votre côté dans cette évolution de l'usage des datas et les sphères d'influence qui sont en train de se repositionner? Alors,
Déjà, j'aimerais revenir sur ce qu'on vient d'évoquer, à savoir l'affaire Snowden. Olivier en tire un certain nombre de conclusions que je trouve très intéressantes et qui vont plus dans le sens d'une privatisation de l'État que d'un État surveillance, puisque c'était notre sujet. Et je sais qu'Anne-Sophie, vous avez à cœur qu'on soit dans les clous du sujet, donc je vais rester dans ces clous-là. Et ce que ça veut dire aussi, l'affaire Snowden, c'est la capacité aussi, comme tu le rappelais Olivier, après le 11 septembre, de mettre aussi beaucoup d'argent qui ne vient pas forcément que du secteur privé, qui vient de la puissance publique, du Pentagone en particulier, et des services de renseignement américains pour robotiser la collecte de renseignements. Ça, c'est assez important, je pense, pour comprendre pourquoi il y a cette collecte massive, et ce qui nous amène aussi à la période d'aujourd'hui, puisque je pense qu'il y a quand même une distinction à faire entre le fait de collecter énormément d'informations, de renseignements, si on ne les analyse pas et qu'on ne sait pas quoi en faire, ça n'a pas un intérêt majeur. Donc déjà, c'est pour essayer de... Je pense qu'on est là pour avoir un débat qui va permettre d'apporter un certain nombre de nuances et pour comprendre aussi qu'il y a des phénomènes qui font peur, ils font peur par leur ampleur parfois, mais on peut aussi essayer de comprendre et de relativiser un certain nombre de choses. L'État de 2013 qu'on décrit et qui est capable d'écouter aussi bien des ressortissants américains, comme tu le disais, que des alliés, puisque c'est ce qui fait scandale à cette époque-là, c'est pas le même que celui de 2025. Bon. Et là, on est aujourd'hui effectivement dans une dérive autoritaire. Et si on s'intéresse comme moi aux guerres de l'information depuis le siècle dernier, donc ça fait 20 ans que je travaille sur ce sujet, donc ça fait très longtemps que je m'y intéresse, et en fonction de qui est au pouvoir, finalement, les usages ne sont pas forcément les mêmes. Et puis, j'aimerais qu'on ne confonde pas non plus information et renseignement. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand on parle d'information, on parle aussi de ce que vous regardez tous les jours dans votre téléphone portable, ou bien de ce que vous consommez aussi sur des médias beaucoup plus mainstream. Donc, il y a aussi peut-être cette nuance aussi quand même qui est importante à apporter. Et puis, puisqu'on parle des États-Unis, et je pense que c'était ton objet, bien comprendre aussi qu'on parle d'un État puissance qui s'est bâti sur un acronyme qui repose sur 5 lettres, DIME, Diplomacy, Information, Military and Economics, ce qui veut dire que l'information, pas forcément le renseignement, est au cœur de la puissance. Donc aujourd'hui, on dit, et mes collègues de Géode, que tu connais bien, je crois, Olivier aussi, parlent de la géopolitique de la datasphère et disent qui maîtrise la data maîtrise le monde. Je suis assez d'accord avec ça, mais qui maîtrise surtout la bonne information aussi est une véritable puissance. Donc entre les mains de qui, en fait, se trouvent ces informations et ces data, ces données, pour en faire quoi? En fait, c'est un petit peu le sens. Alors ça peut être un acteur privé qui est un fan du Seigneur des Anneaux et qui a envie de refonder les États-Unis avec sa vision à lui. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce que font encore les acteurs publics. Je travaille pour une institution publique au ministère des Armées, même si j'y travaille en tant qu'universitaire et qu'académique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de se comprendre ces mécanismes-là aussi de lien entre les acteurs publics et les acteurs privés. La privatisation de l'État aux États-Unis, elle ne s'est pas faite tout de suite. Il y a eu toute une période, et je pense que tu ne me contrediras pas sur ce point, où ce qu'on appelait les GAFAM avant et qu'on appelle maintenant la Big Tech, ont pu coopérer finalement avec le gouvernement américain à des fins mercantiles ou à des fins aussi... mais c'était pas forcément pour faire de l'État-surveillance tout de suite. Voilà, c'était plus pour faire développer en fait les innovations technologiques comme une puissance commerciale, et c'est comme ça aussi qu'on connaît les États-Unis. Parce que l'histoire de l'espionnage de Snowden, c'est aussi une histoire d'espionnage économique avant tout. Et finalement, alors je ne veux pas trop relativiser cette période-là, mais ce que font tous les autres pays du monde quand ils font du renseignement, et surtout quand c'est des États aussi gros, ils font de l'espionnage économique et ils savent aussi collecter des données. Ce qui nous a surpris, c'est forcément la masse, l'ampleur du scandale à l'époque, et surtout parce que les États-Unis n'ont pas le même budget à mettre dans ce type de collecte que les autres États. Je rappelle que le budget de la défense aux États-Unis, tout compris, c'est à 777 milliards et qu'on parle de 1000 milliards pour l'année prochaine. Donc c'est pour vous donner une petite idée quand même de combien on peut mettre. Et le renseignement à lui seul, ça pèse 77 milliards. Voilà. Donc là, déjà avec ça, on comprend que l'État américain a mis beaucoup,
Il a mis beaucoup parce qu'il s'est drôlement planté effectivement sur le 11 septembre. Il y avait de quoi se rattraper. Et du coup, aujourd'hui, on voit bien que les puissances numériques et le big data ont un effet profond sur les outils diplomatiques qu'utilisent les États. Donc, j'aimerais qu'on détaille ce qui a changé dans les stratégies d'influence maintenant et comment ça redessine aussi la diplomatie d'une certaine manière. Alors, je vais peut-être commencer sur ce... Donc, je parlais des acteurs publics. On peut faire de l'influence en étant un acteur privé, parce qu'aujourd'hui, avec en plus le sujet qu'évoquait Olivier, que je te fais tendre la perche là-dessus, on pense à Elon Musk et on pense à l'ingérence, on pense à des acteurs étatiques, la Russie, l'Iran, la Turquie, la Chine, qui font des ingérences étrangères. Je pense que tous les jours dans l'actualité, vous avez des phénomènes qui vous amènent à réfléchir à ces questions-là, mais on peut aussi vouloir faire de l'influence douce. C'était l'idée en fait du fameux politologue américain qui nous a quittés en mars de cette année, Joseph Nye, qui parlait de soft power et de pouvoir attirer en fait, de vendre mieux peut-être un modèle de démocratie libérale. Ça c'était la grande idée américaine avant Palantir, Peter Thiel et tous les autres. Donc et faire de l'influence pour ça, pour être attractif, pour vendre son modèle de démocratie aussi, pour faire aussi un petit peu de commerce, ce qui ne gâche rien. Tout ça, on peut le faire aussi avec des acteurs publics qui travaillent pour les milieux diplomatiques, des agences paragouvernementales et puis aussi des médias d'État. Le terme média d'État, c'est devenu un peu un gros mot parce que souvent, quand on pense à ingérence étrangère, on pense aux excellents travaux de mon collègue Maxime Audinet sur RT et Sputnik, on pense aux médias d'État russes et à la manière dont ils peuvent pratiquer favoriser les ingérences. Mais avant ça, on parle aussi de médias d'État de manière beaucoup plus neutre, avec des médias d'État qui ont pour but de finalement d'exporter la parole américaine, par exemple, à l'étranger. Aux États-Unis, c'était plus connu sous à travers des institutions comme La Voix de l'Amérique, Radio Free Europe et Radio Liberty, qui ont, elles aussi, été attaquées par l'administration Trump parce que, finalement, le modèle qu'elle vendait des États-Unis n'était pas dans l'idéologie ambiante, ni de Trump, ni de Thiel, ni de tous les autres dont on va pouvoir parler en détail. Donc, forcément, là, on a cette influence-là qui avait pour but de vendre des valeurs un peu universalistes à l'américaine. Donc, je mets beaucoup de guillemets, peut-être que c'est... Mais on restait quand même dans le clan des démocraties libérales. Aujourd'hui, au mieux, les États-Unis sont devenus une démocratie illibérale qui attaque même ces médias d'État en les privant de subsides publics de manière totalement illégale puisque c'est dans la main du Congrès et pas dans la main du président des États-Unis. Je le dis au passage. Donc on a une dérive autoritaire forte et quand on en vient à utiliser différemment les médias d'État et qu'on est une démocratie, on n'est plus une démocratie. On devient un État autoritaire. Et là, je pense que je vais dans le sens de tes travaux. Donc, je te laisse la parole. Oui, parce que le pouvoir de figures privées telles qu'Elon Musk, qu'on a déjà évoqué, Thiel ou Sam Altman, les concepts de technofascisme également, qui sont largement évoqués, de souveraineté as a service ou de monarchie distribuée, est-ce que ça incarne un nouveau régime de pouvoir où l'autorité, finalement, serait déléguée aux plateformes et aux réseaux contractuels ? C'est vrai que là, on voit bien, et Maud le rappelait, on est dans un moment de recomposition ou de basculement, ça dépend de l'image qu'on choisit, où on voit bien qu'après avoir tenté, et d'ailleurs ça s'est pas fait sans obstacle, il y a beaucoup de gens qui étaient très critiques de l'exportation de ce modèle américain, cette doctrine du changement de régime, etc., etc. Il y a quand même une littérature assez abondante et assez critique sur le sujet. Et puis là, quand Trump est revenu, le deuxième mandat, peut-être on peut commencer par là, d'ailleurs le deuxième mandat de Trump ne ressemble pas du tout au premier, c'est-à-dire que le premier, on était peut-être, nous et lui aussi d'ailleurs, dans une phase d'acculturation où c'était plus voilà, un répertoire d'actions un peu foutraque ou un peu flou, assez imprévisible. Alors il a gardé cette imprévisibilité, mais on sent quand même que la ligne directrice est beaucoup plus forte aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu parler de... cet épais document qui s'appelle le projet 2025, qui a été élaboré par un think tank conservateur qui s'appelle l'Heritage Foundation, dont Trump d'ailleurs s'est distancé pendant la campagne en disant que c'était pas du tout son projet. Reste que lorsqu'il a été élu, il a commencé à mettre en branle tout un tas de préconisations de ce projet 2025. Projet 2025 qui, pour
la faire un peu courte, vise non pas, et c'est assez crucial pour comprendre ce qui est en train de se passer, ne vise pas à opérer un changement de régime par la force, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir... c'est pas la marche sur Rome, mais de subvertir les institutions. C'est-à-dire que ce n'est pas un overthrow, comme on dit en anglais, donc un renversement, un putsch, un pronunciamento, on appelle ça comme on veut. C'est un underthrow, c'est-à-dire qu'on va grignoter les institutions comme une termite va manger du bois. On a eu un très bon exemple de ça avec Elon Musk, qui, soit dit en passant d'ailleurs, est un agent de déstabilisation dans tout un tas de pays. On a vu la suractivité qu'il a eue lors des élections fédérales en Allemagne, où il faisait campagne très activement pour l'AfD, donc le parti d'extrême droite allemand, où on retrouve quelques joyeux néo-nazis. Et quand il est arrivé au pouvoir, Elon Musk a été nommé à la tête d'une institution créée de toutes pièces, qui s'appelle le département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE. Et avec cette institution, il a commencé à opérer des coupes assez franches dans l'État fédéral américain. Donc en faisant notamment des coupes dans Radio Free Europe et les médias d'État américains, en faisant des coupes dans l'aide au développement extérieur des États-Unis, l'USAID, ce qui a quand même pour effet, selon les estimations de certains chercheurs, pourrait provoquer à terme la mort de centaines de milliers de personnes. C'est-à-dire des gens qui n'ont plus accès à des traitements contre des maladies graves dans tout un tas de pays. Et ça vaut aussi parfois à domicile, on va dire. Voilà, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques sur la vie des gens. Il a fait des coupes dans le département de l'éducation, dans la régulation bancaire évidemment, parce qu'il ne s'agirait quand même pas de ne pas se ménager quelques petits accès privilégiés. Et en gros, l'ambition, pour la faire très courte, c'était le démantèlement de l'État social. C'était le démantèlement de l'État social et c'était entrer dans une rhétorique de désignation de l'ennemi. Parce que ce qui est le cœur du projet 2025 et ce qui est le cœur aujourd'hui de l'organisation du pouvoir aux États-Unis, c'est la rhétorique de désignation de l'ennemi. C'est d'ailleurs c'est le sous-titre du bouquin, donc je l'assume totalement. Quand on utilise la terminologie fasciste, alors je sais que la terminologie fasciste, elle peut heurter. Il y a des gens qui vont dire, et peut-être il y a des gens ici qui ne seront pas d'accord avec moi, et on peut tout à fait en discuter, que cette terminologie fasciste est nulle et non avenue, parce qu'il y a cette croyance que ne pas prononcer le mot fascisme va l'empêcher d'advenir. C'est un peu le syndrome Voldemort. Si on dit pas son nom, ça n'arrivera pas. Je crois assez peu à ça. Je vais vous prendre un exemple très récent et ensuite je vais vous expliquer où je le rattache. Après l'assassinat de Charlie Kirk, cet influenceur d'extrême droite qui a été abattu d'une balle dans la gorge alors qu'il s'exprimait sur un campus dans l'Utah, il y a eu une prise de parole sur Twitter, X, le média d'Elon Musk, énorme pourvoyeur en désinformation, c'est-à-dire c'est devenu vraiment, c'est une fausse sceptique hein, aujourd'hui, X. Il a posté un message qui était un message donc, dirigé contre, désigné, c'est vous ou eux les responsables, alors qu'au moment où il a posté le message, on n'avait pas encore interpellé le responsable, a priori, présumé de cet assassinat, qui là, a priori, aurait été appréhendé, mais au sujet duquel on ne sait encore pas grand-chose. Et le message de Stephen Miller, c'était de dire il faut éradiquer cette menace. On retrouvait absolument tous les marqueurs d'une rhétorique fasciste, à savoir la désignation d'un ennemi intérieur. On retrouvait la menace d'un anéantissement, c'est-à-dire si on n'arrête pas ces gens-là, ils vont nous anéantir. Et on retrouvait la délégitimation des institutions aussi, au passage quand même, en disant voilà, regardez, évidemment, c'est les profs, les universitaires, les chercheurs qui se réjouissent de la mort de cet influenceur, quand même c'est pas vrai, ça c'est accessoire pour lui. Et le dernier élément qui est peut-être le plus important, c'était un appel implicite à la violence comme force vitale pour régénérer la nation. Et c'est là où on trouve ce qui sont vraiment des marqueurs historiques du fascisme, qui est la menace d'un anéantissement qui nécessite une régénération par la purification. Et c'est exactement la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il suffit d'écouter les discours des politiques ou des grands patrons de la tech. C'est exactement ça. On a encore eu une scène la semaine dernière absolument sidérante où il y avait un dîner à la Maison-Blanche autour de Donald Trump avec les patrons de la tech qui ont rivalisé de servilité
pour lui dire Monsieur le Président, on est vraiment très content d'être là, merci de nous avoir invités. C'était vraiment, il prêtait allégeance. Et il y a eu cette scène mais à la fois ridicule et obscène où on a Mark Zuckerberg qui pense que son micro est éteint, qui après avoir annoncé 600 milliards d'investissements dans l'IA, quand même des chiffres absolument délirants, se tourne fébrilement vers Donald Trump et lui dit « Monsieur le Président, est-ce que j'ai donné le bon chiffre ?» Voilà, c'est ça aujourd'hui la pratique du pouvoir et le régime de pouvoir aux États-Unis. Et c'est là où on a eu une bascule, c'est-à-dire que quand on parlait de l'affaire Snowden, il y a une chercheuse qui s'appelle Shoshana Zuboff qui a conceptualisé le capitalisme de surveillance. Le capitalisme de surveillance, c'était déjà un régime de pouvoir, c'est-à-dire c'était déjà un régime de pouvoir fondé sur la prédation des données à des fins à la fois de contrôle social, de prédiction des comportements. Voilà. Et c'est aujourd'hui l'un des ferments, l'un des piliers de l'économie américaine. Il suffit d'ailleurs de voir comment Donald Trump vole au secours des grandes entreprises américaines que l'Europe essaie de réguler. Il leur dit, si vous essayez de le faire, je vais me mettre en travers de votre chemin et je vais vous matraquer avec des frais de douane. Là, ce qui est en train de changer, c'est que ce pouvoir technofasciste qui est en train de s'installer, j'allais dire à bas bruit, plus ou moins à bas bruit aux États-Unis, agit comme un révélateur. C'est-à-dire que c'est plus seulement le capitalisme de surveillance qui est un régime de pouvoir, c'est qu'on commence à voir la nature profonde de ce capitalisme de surveillance. Je citais tout à l'heure Palantir, j'ai quand même oublié de rappeler un exemple très récent qui illustre assez bien aussi la nature de ce projet-là, c'est que vous avez sûrement vu ces images aux États-Unis de policiers, alors sont-ils des policiers en civil, avec des masques qui viennent arrêter des gens en Californie, à Los Angeles, sur leur lieu de travail, devant leur famille, de manière complètement arbitraire et brutale, vraiment avec un comportement de milice. Donc ça, c'est l'ICE, c'est la police de l'immigration de Donald Trump. Alors c'est pas Donald Trump qui l'a créé, hein, ça a été créé sous Bush, perpétué sous Obama, mais Donald Trump leur donne un élan encore supplémentaire. Et aujourd'hui, ce qui permet à l'ICE de fonctionner, ce qui leur permet de traquer, d'identifier, d'expulser tous les indésirables, parce que c'est ça, quand je dis régénération par la purification, c'est qu'il faut éliminer les corps étrangers. Et donc, les sans-papiers sont une cible de choix pour cette administration-là, ce qui permet à la machine de tourner, ce qui est le logiciel de cette administration de la déshumanisation, c'est Palantir. C'est un logiciel de Palantir qui s'appelle Falcon, qui permet d'identifier, de traquer ces gens et ensuite de les expulser. Alors là, pour l'instant, c'est à Los Angeles. Donald Trump a annoncé qu'il allait faire la même chose à Chicago. Il a d'ailleurs publié des visuels absolument délirants où il les a postés sur son réseau social Truth Social, où il se grime lui-même en colonel Kurtz de Apocalypse Now, ce qui n'est pas, en plus, au passage, quand même pas le personnage le plus équilibré de l'histoire du cinéma, soit dit en passant, et avec un titre où il écrit Chipocalypse Now, c'est-à-dire après Los Angeles, maintenant on va aller s'attaquer à Chicago. Et on va morceler comme ça, on va affaiblir petit à petit, ville par ville, État par État, la démocratie, l'État de droit et la démocratie représentative. Ce que tu n'as pas dit, c'est que Peter Thiel a aussi investi récemment dans la reconnaissance faciale. Alors, il a investi dans la reconnaissance faciale. Alors, c'est vrai, ça c'est tout récent. Et ça vient boucler la boucle et ça vient rappeler la centralité de Peter Thiel là-dedans. Et on vient boucler la boucle du capitalisme de surveillance. C'est que récemment, l'ICE a signé un contrat avec une entreprise qui s'appelle Clearview, qui fait de la reconnaissance faciale, qui a été montée par des militants républicains qui, un soir à la convention républicaine en 2016, s'amusaient en disant ah, tiens, si on ressuscitait toutes ces pseudosciences racistes du 19e siècle, comme la physiognomonie, selon laquelle on va pouvoir prédire les comportements des individus en fonction des traits de leur visage, qui est quand même, voilà, on voit bien le ferment raciste. Et donc ils ont créé cette société qui s'appelle Clearview, qui a construit une base de données de milliards de visages en aspirant des photos sur les réseaux sociaux et sur Internet, et qui a bénéficié d'un investissement initial de Peter Thiel. Et aujourd'hui, cette société, pour l'ICE, va permettre d'identifier tous les gens qui seraient susceptibles d'essayer d'intervenir lorsque les policiers de l'ICE viennent mener leur rafle. Juste pour un dernier petit point sur l'ICE, le patron de l'ICE dit lui-même qu'il voudrait que ce soit le Amazon Prime des êtres humains.
faire. Je crois que j'ai pas besoin d'ajouter grand-chose. Pour moi, ce serait, c'est absolument horrible. Lui, il proclame ça comme une raison sociale. Chacun se fera sa propre idée. Drôle de raison sociale. Maude, je crois que tu as envie de dire plein de choses et je voulais savoir si tu avais le même type d'analyse sur ces ambitions que portent ces ingénieurs du Kairos. Alors, plusieurs choses. D'abord, je rejoins Olivier sur le débat, il faut l'avoir, sur la question du fascisme et du technofascisme, parce que là, on parle d'acteurs bien délimités. Il y a eu pas mal de débats aussi de ce côté de l'Atlantique sur le fait de pouvoir qualifier l'administration Trump comme une administration ou un État fasciste. Et en France, je vous renvoie au débat qu'il y a eu entre Marc Lazare, l'historien qui est spécialiste plutôt justement des chemises brunes et du nazisme, et l'universitaire Olivier Burtin, qui a fait ses classes aux États-Unis et qui est un excellent spécialiste en fait de l'histoire américaine et qui explique qu'il y a des ferments fascistes aux États-Unis dès le début du XXe siècle et même avant l'entre-deux-guerres, pour des raisons qui sont culturellement propres aux États-Unis et qui ne sont pas des choses importées. Donc ça, je trouve que c'est important de l'expliquer en contexte. On est là pour apporter de la nuance aussi et je pense que c'est très intéressant. Donc je vous renvoie à ce débat. Ça, j'avais trouvé particulièrement éclairant. Et puis, surtout, je pense que ce qui est bien d'expliquer par rapport à notre sujet aussi, c'est de se dire que, tous les phénomènes que tu viens de décrire, Olivier, ils n'ont pas surgi effectivement avec la deuxième administration Trump. Tout d'un coup, on n'a pas vu Peter Thiel, la Big Tech et un État-surveillance. Tout ça, c'est un travail de sape, de long terme, et qui surtout s'est mis en place et mis en œuvre grâce aussi à de la désinformation en interne qui a été réalisé entre 2021 et 2024 à la réélection de Trump aux États-Unis. Et donc là, on a suffisamment de recul et d'éléments d'analyse qui montrent comment finalement l'ensemble des réseaux qui soutiennent Trump, c'est pas que la Big Tech, c'est aussi l'ensemble des différents courants des ultranationalistes américains, ce qu'on pourrait appeler l'ultra-droite. Dans l'ultra-droite, il n'y a pas que des suprémacistes blancs, il y a plusieurs courants du nationalisme américain qui, pour les uns, se reconnaissent dans la tech, pour d'autres pas. C'est des courants assez complexes et d'autres n'aiment pas Trump encore. Ils pensent que ce n'est pas un dirigeant assez autoritaire. C'est pour ça qu'ils ne le trouvent pas assez bon. Pas assez proche des suprémacistes blancs que Trump a défendus. Donc il y a cela et puis il y a aussi ceux qui ont réagi aussi vivement à l'assassinat de Charlie Kirk ces derniers jours. Ce sont tous les ultra-religieux aux États-Unis et ceux-là même qui soutiennent Trump. Donc on a tous ces courants qui se sont mis en place pendant 3 ans et demi, qui ont fait allégeance ensuite à Trump parce que c'était le bon cheval pour gagner l'élection, pour que chacun des courants soit représenté. Et on pourrait se dire, oh là là, c'est terrible ce qui se passe aux États-Unis, on l'observe, et tout ça va rester chez eux. Mais nous, ce qui nous en fait préoccupe, et surtout dans le sujet qu'on a à traiter, savoir les luttes informationnelles, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu des luttes informationnelles importantes entre les partisans des MAGA, puisqu'il y a une galaxie MAGA de désinformation avec tout un tas de podcasteurs et beaucoup de complotistes qui ont soutenu ce courant. Et puis, il y a aussi aujourd'hui une forme d'exportation de ces modèles-là vers l'Europe. Et ce n'est pas simple, c'est pas que Musk qui fait de l'ingérence, c'est qu'en fait, tout ce réseau d'influenceurs MAGA, complotistes, ultra-populistes, voire de l'ultra-droite, trouve en fait des avatars dans nos démocraties européennes. Alors dans des démocraties, France, Allemagne, Italie, et aussi dans un certain nombre de nos pays partenaires. Tout à l'heure, Olivier citait à juste titre le fait qu'on s'inquiète des ingérences de Musk en Allemagne, ou aussi en Roumanie, puisque c'était un exemple intéressant. Et la Roumanie, j'y vais la semaine prochaine. J'attends de voir véritablement les analyses qu'on peut faire là-dessus. Donc là, tous ces acteurs-là dont on parle et qui sont finalement les soutiens de cette dérive ultra-autoritaire du pouvoir aux États-Unis, ils ne sont pas actifs que chez eux. Et eux, ce sont des acteurs des luttes informationnelles dont on parle. Donc là, ce qui change
avec ce Trump 2 et avec l'arrivée des technofascistes dont parle Olivier, c'est qu'on n'a pas qu'une rupture technologique, des guerres du numérique qui serait de l'IA, qui hypertrophierait ou saturerait nos espaces informationnels. On a aussi un basculement idéologique qui fait qu'aujourd'hui, finalement, ce qu'on a connu pendant longtemps comme étant un bloc occidental, on a appris ça à l'école, nous, parce qu'on est assez vieux, eh bien, il est scindé en deux, entre des démocraties illibérales et d'autres qui sont libérales. Et donc, il y a un enjeu politique, d'abord, de ces luttes informationnelles, et ça, on le comprend bien. Ça peut être aussi un enjeu religieux ou un enjeu idéologique qui n'est ni religieux ni vraiment politique et qui s'inscrit dans une idéologie assez spécifique et que tu décris très bien. Je vais juste rebondir là-dessus. Quand je disais que le technofascisme avait agi comme un révélateur de ce régime de pouvoir du capitalisme de surveillance, en fait, tout se passe comme si, pendant 20 ans, je remonte à peu près au moment où on a eu, voilà, où Google a trouvé un modèle économique, on a commencé à avoir les réseaux sociaux, etc., l'architecture s'est mise en place. Et aujourd'hui, il y a une exploitation politique de cette architecture. C'est-à-dire que, alors c'est particulièrement spectaculaire sur X par exemple, parce que voilà, là on est vraiment chez Elon Musk, c'est les règles d'Elon Musk, c'est la mauvaise foi d'Elon Musk, c'est l'opacité d'Elon Musk, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas qui est mis en avant, pas mis en avant. Voilà, il y a toute une opacité, une organisation du pouvoir qui est très arbitraire et discrétionnaire. Mais l'effet que ça a, et je rejoins du coup ce que disait Maud, c'est que ça crée une circulation des idées. Et en fait, chez ces gens-là, chez les technofascistes, la cohérence des idées compte beaucoup moins que leur circulation. C'est quand même, quand on regarde les espèces d'intellectuels organiques de ce mouvement-là, de ce petit joyeux marécage, ça brille pas par sa solidité, sa colonne vertébrale. C'est quand même d'une plasticité parfois assez déconcertante. C'est-à-dire que vous avez des auteurs, je pense à un blogueur néo-monarchiste qui s'appelle Curtis Yarvin, qui est assez influent maintenant aux États-Unis, alors qui se pousse un peu du col, mais quand même, je ne lisais pas Curtis Yarvin, c'est logoréique, c'est absolument incompréhensible, il marie tout un tas de références, etc. Mais en fait, l'idée, c'est pas de créer une idéologie. Nous, avec nos yeux d'Européens, on voit les grandes idéologies un peu totalisantes. On nous dit le fascisme, le marxisme, ça, on situe. Le technofascisme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus composite et qui s'adosse sur justement toute cette organisation. Je reviens sur Charlie Kirk, c'était un assez bon exemple d'une cheville ouvrière comme ça de ce mouvement-là, à travers le réseau qu'il avait monté, qui intervenait comme ça sur les campus, qui bénéficiait d'une organisation en ligne qui était telle que d'ailleurs la campagne de Trump lui a délégué une partie du porte-à-porte. Et donc toute cette architecture-là est activée en fait par cette espèce de melting pot idéologique qui est en train de prendre de plus en plus de pouvoir aux États-Unis et qui effectivement nous arrive ensuite en retour. On a des marques du technofascisme. Ce qui est surprenant, c'est qu'on leur accorde de l'importance et qu'on accepte de croire ces propos-là. Et qu'est-ce qui explique que dans des démocraties où on est censé avoir des garde-fous, de la presse, un pluralisme, des débats contradictoires, comment se fait-il qu'on soit si vulnérable à ces messages et à ces boucles qui se mettent en place et qu'il y ait une adhésion et que finalement il y ait aussi une déstabilisation dans les urnes. On les a quand même mis au pouvoir. Donc il y a des gens qui ont voté pour ces personnes-là. Donc ça veut dire qu'à un moment, on accepte aussi de croire en ça. Donc il y a aussi quelque chose qui se passe dans ce qu'on leur accorde comme crédibilité. Absolument. Il y a deux choses qui sont extrêmement importantes et intéressantes. C'est que les technofascistes dont parle Olivier, ils puisent aussi, qui essaient de créer une idéologie qui serait un petit peu érudite, ils s'appuient aussi sur des Européens. Ils s'appuient sur la Hongrie et ils ne propagent pas leurs idées uniquement sur les réseaux numériques. Ils organisent des conférences pour se rencontrer entre eux, et c'est ce que fait aussi la droite religieuse américaine, parce qu'elle tourne autour les ultra-religieux américains, ils font aussi partie parfois de ces mouvances-là, et c'est assez intéressant ce qui se passe comme circulation d'idées entre les Hongrois et les Américains, et c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est pas que le Claremont Institute qui est en Californie et qui est à l'œuvre, qui est une sorte de QG non intellectuel, je suis d'accord, de tous ces gens qui travaillent tout seuls. Non, ils ont bien identifié aussi certains acteurs, nous, de notre ultra-droite, en France aussi, comme dans d'autres pays européens. Donc ça, c'est ce premier point. Le deuxième point, c'est sur la perméabilité de nos sociétés démocratiques et pourquoi nous, on serait plus vulnérables ou plus fragiles. Finalement, c'est un peu l'effet boomerang
Avec l'apparition d'Internet, on s'est dit c'est formidable parce que c'est un outil ultra démocratique, ça va être le savoir pour tous. L'effet boomerang, c'est aussi que tout le monde peut s'y exprimer et que sans régulation, on peut aussi avoir des opinions plus que des informations. Et c'est ce qui se passe aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc, sans faire de tri, quand on est dans des régimes pluralistes comme nos démocraties-là, on a la chance de pouvoir s'exprimer ici, mais on a aussi la porte ouverte à tout un tas de contre-récits. Alors, il faut les combattre comme on fait, en discutant. Il y a des États qui sont plus ou moins résilients. Et je pense que l'exemple des Macron Leaks de 2017 est intéressant en ce sens, parce que peut-être qu'aujourd'hui, en 2025, les Macron Leaks, ça prendrait beaucoup plus qu'en 2017. Mais ça, c'est un autre contexte. Mais pourquoi je cite cet exemple-là? Parce que les fuites, les leaks pendant l'élection présidentielle de 2017, qui visaient donc à fragiliser la démocratie française, en fait, s'immiscer ou s'ingérer dans les élections, n'ont pas eu un écho n'ont pas eu un impact et des effets aussi importants qu'on aurait pu le croire sur l'électorat. Peut-être qu'aujourd'hui ce serait différent ou que ce ne le serait pas parce qu'il y aurait des biais de confirmation, on ne sait pas. Mais toujours est-il que ça a été très bien documenté. Et pourquoi il y a eu moins d'effets aussi? Parce que ce que montrent les chercheurs sur ce cas précis, c'est qu'en fait, on est en France dans une société où il y a du débat, même si on pense qu'on est de plus en plus polarisé, qu'on est dans des bulles aussi, on a pu avoir une société assez résiliente pour faire le tri. Et puis voir ça comme un phénomène, comme d'autres qui font la une des médias, mais on passe à autre chose. Donc il y a ce point-là. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut arriver à faire, c'est justement à lutter en tant que démocratie libérale et pas illibérale. Et c'est important cette distinction que je fais, parce qu'aujourd'hui, les démocraties libérales, il n'y a pas que les États-Unis, elles grignotent partout, même en Europe, et au sein même, en fait, de nos alliés. Donc ça, c'est un problème, parce qu'on va avoir un problème de partage des valeurs. Je pourrais donner un exemple assez concret. Moi, je vous ai dit que je travaillais aux armées. Ce qui me préoccupe un peu tous les jours, c'est les valeurs qu'on partage au sein des alliés de l'OTAN. Au sein de l'OTAN, aujourd'hui, on a les États-Unis, qui est toujours un allié, mais peut-être que ça peut être un adversaire idéologique. Et je crois qu'en ce sens, J.D. Vance a été clair à Munich en février 2025 en nous disant que nous étions des puissances déclinantes qui nous gangrénaient finalement par ce qu'ils appelleraient aux États-Unis des woke et encore d'autres dégénérés, puisque c'était ça rappelle pas mal le discours de ce que pouvaient dire certains régimes fascistes aussi pendant la grande période de l'entre-deux-guerres et puis ensuite période difficile de guerre froide. Donc on est dans un moment où il y a de la résistance à organiser, c'est la résistance des idées. Et aujourd'hui, la résistance des idées, ça ne va pas sans résistance technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on construise notre souveraineté numérique, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dépendant, en clair, des géants de la big tech qui pensent que maintenant, ils ont gagné tellement d'argent qu'il faudrait qu'en plus, ils aient de l'idéologie pour un petit peu mieux fonctionner. Ils s'intéressent aux politiques, ils veulent devenir Dieu, aller sur Mars, parce que ça, enfin, je pense que tu ne contrediras pas, c'est un vrai projet de Musk, et c'est ce qui plaisait à Trump aussi. Lui, il adore l'espace, il a beaucoup investi là-dedans. Donc, si on veut résister à ces idées-là, ce que je veux dire, c'est que nous aussi, il faut qu'on puisse avoir des plateformes qui fonctionnent. On en est quand même très loin et on a intérêt à sacrément se retrousser les manches, parce que pour l'instant, ce qu'on propose, c'est de se réunir à plusieurs avec les autres Européens pour essayer, comme tu le disais, de proposer de la régulation, de la réglementation, ce qui ne plaît pas à Trump et sans doute pas non plus à la Big Tech, mais ce n'est pas suffisant. C'est d'autant moins suffisant d'ailleurs que l'exemple très récent sur la régulation, donc l'Europe a voté des textes. Alors il y a cet adage qui dit que les États-Unis innovent, la Chine imite et l'Europe régule. Le problème, c'est qu'en ce moment, même la régulation, ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'on a voté des textes, donc le Digital Services Act, le Digital Markets Act, qui sont censés tenir un peu en respect les géants de la tech en leur disant vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. L'IA Act aussi, le règlement sur l'IA. Que s'est-il passé? C'est que la Commission a décidé de ranger ça
dans la poche arrière du pantalon en se disant là pour l'instant on est dans les négociations douanières, on va pas trop en parler parce qu'il faudrait surtout pas brusquer l'administration Trump, et puis on en reparlera quand on aura négocié les tarifs douaniers. On a négocié les tarifs douaniers, il faut voir comment. Que s'est-il passé? Eh ben, Trump, avec les patrons de la tech derrière qui lui ont prêté allégeance, qu'on garantit en plus des investissements faramineux dans l'infrastructure américaine, eh ben, ils font un lobbying pas possible, répercuté par Trump, pour dire bah non, mais par contre, en fait, on n'en veut pas de ces régulations-là. Et du coup, si vous les mettez en place, si vous sanctionnez les entreprises américaines, on va vous taxer. Et donc, comme on est dans un rapport de force où on est un peu des nains, on peut dire ce qui est, bah ça devient difficile. Donc, en fait, même la voie de la régulation qui, ces dernières années, était vue un peu comme le chemin escarpé qu'on allait pouvoir emprunter pour essayer de sauver les meubles, là, le chemin escarpé est un peu en train de s'effondrer sous nos pieds, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, du coup, pour résister à cette chape de plomb? Et voilà, en tant que citoyen, je pense qu'on se sent toutes et tous assez impuissants si cette régulation est inefficace, inefficiente, alors qu'on sait que les Françaises, Français, là, les sondages qui sont passés, ne serait-ce que pour l'accès des jeunes à Internet, la santé mentale, enfin tous les problèmes qui en découlent aujourd'hui, c'est quand même grave, et qu'en effet, on se sent bloqué par une régulation qui n'arrive pas à avancer au niveau européen. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aussi pour se défendre contre tout ça? Alors, on l'a vu ces derniers jours quand même, c'est que nous, on est encore en démocratie. Et on a aussi un Parlement qui travaille, alors plus ou moins bien, on peut être critique, etc. Mais cette semaine, moi, j'ai fait 8 auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat sur les questions de la santé mentale des jeunes, de l'impact des réseaux sociaux. Et ça, c'est une vraie préoccupation de nos politiques. On peut dire ce qui est, mais j'ai remarqué que ça la faisait assez réagir. Pourquoi ? Souvent parce que, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est des gens qui ont des enfants. Et comme nous tous, ils sont préoccupés de la santé mentale des jeunes. Mais ce rapport, il est beau, mais ce qui va être entendu, ce qui est sorti sur TikTok, c'est particulièrement pertinent. Moi, j'attends qu'on discute aussi de ce qui se passe sur d'autres réseaux sociaux qui ne sont pas TikTok, mais qui sont les incitations à la haine. Ça tombe sous le coup complètement de la réglementation européenne, et il y en a plein sur X. Pourquoi ? En France, on a encore des entreprises, des milieux institutionnels qui ont des comptes sur X. Ça, c'est un geste individuel qu'on peut faire. On peut faire dans son entreprise, qu'on peut faire sur son lieu de travail avec ses collègues. C'est pas très compliqué de quitter X. Il y a même un tuto qui a été fait par mon excellent collègue mathématicien David Chavalarias, qui s'appelle Hello Kitix. Donc, si vous ne l'avez pas vu passer, c'est hyper facile à retrouver. Et moi, je me disais, oui, alors comment on va expliquer aux gens qu'on va partir de son compte X avec tous ces utilisateurs, tous ces likes et tous ces abonnés qui nous aiment tant, voilà. Et ben en fait, c'est tout à fait possible. Il suffit de suivre ce tuto. Donc, eh bien, je mentionne ce collègue parce que lui, j'ai trouvé que c'était une super initiative quand même. Au moins, on essayait d'aller sur Blue Sky. Après, est-ce que ça veut dire que cette plateforme-là, elle est très fréquentée et très usitée? La réponse est non, malheureusement. Mais il faut quand même qu'on essaie d'y aller. Si vous n'êtes pas au courant de cette initiative, c'est bien de s'en saisir. Après, il faut être vigilant, parce qu'on a beaucoup parlé de l'État-surveillance aux États-Unis, mais nous, en France, on a aussi des phénomènes qui visent à restreindre la recherche. David Chavalarias a été extrêmement inquiété. Alors, pas que par des restrictions ou peut-être une peur en France. Ça a été aussi, bien sûr, parce que les barons de la tech, ils sont ultra présents en Europe et en France. Et le gars qui fait un tuto pour dire Hello Kitix ne pouvait plus aller aux États-Unis. Il n'était plus invité dans les conférences où il a fait le tour des États-Unis parce que c'est un mathématicien français qui est très reconnu aux États-Unis pour justement sa bonne compréhension et gestion des phénomènes algorithmiques. Donc il faut soutenir aussi nos chercheurs qui ont des bonnes idées. Et en France, le CNRS a été frileux pour soutenir David Chavalarias. Et ça, parce qu'il a été aussi victime d'une campagne de dénigrement de l'extrême droite qui a été très violente, qui l'accusait d'avoir mobilisé des fonds du CNRS pour lancer ce projet, ce qui n'était pas vrai. Enfin voilà, il y a ça aussi. Alors peut-être on peut se rassurer quand même un peu en se disant que, alors certes, le technofascisme, on l'a fait un peu par le menu, a bien pris pied aux États-Unis, est en train de s'exporter ailleurs. Vous savez, moi je compare ça souvent, c'est comme
le bambou. C'est-à-dire le bambou, il y a des racines qui vont partir très profondément, puis tout à coup vous allez retrouver un pop, ça va repousser 10 mètres plus loin. Et donc vous avez, dans les marques du technofascisme qui peuvent entrer en concurrence les unes avec les autres, je mets l'Argentine de Milei, je mets le Salvador de Nayib Bukele, autoproclamé dictateur le plus cool de la planète, qui a quand même est le sous-traitant de la politique carcérale des États-Unis, hein, c'est-à-dire que quand les États-Unis veulent plus de certains individus considérés comme dangereux, hop, on les envoie au Salvador. On a d'autres exemples. Il y a une volonté aussi qu'on a peu évoquée, mais qu'on développe pas mal dans le livre du projet technofasciste, qui est un vrai projet sécessionniste, c'est-à-dire de s'affranchir de l'État-nation pour créer des enclaves de toutes pièces, y compris parfois à l'intérieur de pays déjà existants, donc une logique vraiment de prédation territoriale. Là où c'est rassurant, c'est que si on prend la France, par exemple, en France aujourd'hui, le parti qui s'empare le plus de ce discours-là, qui essaie vraiment de se mettre un peu dans l'aspiration comme ça des technofascistes américains, c'est Reconquête. C'est Reconquête, c'est Sarah Knafo qui a visiblement très très envie d'être candidate en 2027 et qui, dans toutes ses prises de parole, singe, mais jusqu'au grotesque quasiment, le fonctionnement des technofascismes et des trumpistes. Et qui, s'acoquine avec certains milieux tech en France qui, évidemment, n'ont pas le même poids que les acteurs de la tech américains. Mais ils essaient quand même de faire monter leur petite tambouille. Et là où ça pourrait percoler un peu, et ce qui du coup, à mon sens, nécessite d'être vigilant, et bon, moi je vois ça avec mon œil de journaliste et d'essayiste, donc je pense que la première réponse passe par l'identification des menaces et se dire où est-ce qu'on met la lumière pour mettre ensuite les efforts dessus. C'est qu'aujourd'hui, si je devais identifier un acteur économique qui est particulièrement compatible avec tout ce qu'on vient de décrire, c'est Pierre-Édouard Stérin. Pierre-Édouard Stérin, dont on parle de plus en plus, qui donc est ce milliardaire catholique ultra-conservateur exilé fiscal en Belgique, qui est un peu le Peter Thiel français. Moi, je lui trouve un cousinage un peu lointain, c'est-à-dire qu'il a un portefeuille d'actions qui peut être lu comme un manifeste politique. Alors, pas surtout, hein, parce qu'il finance aussi des croquettes pour chats et des matelas, et bon, là... Je n'ai pas encore trouvé de technofascisme dans ces choses-là, mais et qui a aussi une volonté de financer la vie politique. Alors il ne peut pas le faire comme aux États-Unis parce qu'on a des règles en France qui font que vous ne pouvez pas faire un chèque de 10 ou 15 millions à quelqu'un, mais il fait quand même un tableur Excel avec les gens qui seraient les plus susceptibles d'être de bons candidats pour demain conquérir le pouvoir et entreprendre en France, et j'utilise le verbe entreprendre un peu à dessein, cette opération de détricotage des institutions. Lui, il se sert beaucoup de l'UDR d'Éric Ciotti, donc cette espèce de micro-parti coquille vide, une fois que Ciotti poste je me suis barricadé dans le siège de LR, donc il a monté son parti, qui est un peu une coquille vide, et Stérin fait pas mal d'entrisme là-dedans pour essayer de faire émerger des personnalités politiques qui ensuite, adossées, d'ailleurs pouvant être des gens venus du monde entrepreneurial, pourront être demain des candidats potentiels ou des personnalités susceptibles de venir subvertir comme ça le jeu démocratique. Donc l'enjeu, c'est les identifier le plus vite possible et puis les combattre. Alors pour les combattre, moi je suis curieuse de voir, on a évoqué la puissance des algorithmes, on a évoqué les rapports parlementaires qui sortent, mais encore faut-il qu'ils soient suivis d'une application concrète et pas juste à se faire plaisir en dénonçant TikTok ou autre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des rapports qui sortent, mais ça ne change pas la donne et il n'y a pas des lois qui permettent d'imposer quoi que ce soit. Enfin, je pose ça là, mais je pense... voilà, le rapport est très intéressant, on en a beaucoup parlé hier, mais moi j'ai des vrais doutes sur la capacité à ce que ce soit suivi des faits. Parce qu'on ne se pose pas la question comme les États-Unis qui avaient dit que la discussion qu'il y a eu aux États-Unis, c'était faut-il interdire TikTok? Oui. Bon, en France, on s'est aussi posé la question, mais on se dit non pour tout un tas d'autres raisons qu'on a rappelées tout à l'heure. Parce qu'on dit que l'Europe ne permet pas de le faire. Et que, oui, et voilà. qu'on est quand même dans des sociétés pluralistes et que nous, on a parlé de régulation, mais on a beaucoup de mal à se dire est-ce qu'un outil est dangereux? Là, quand ça touche à la santé mentale, c'est autre chose. Et le rapport est intéressant de ce point de vue. Voilà, sachant qu'il y a la majorité des Français qui aimeraient qu'on régule ces choses-là. Mais quand je dis que c'est une sorte de rouleau compresseur et qu'on se sent complètement impuissant, et quand on voit les conséquences politiques que ça a, c'est vrai que là on voit les échéances électorales de 2026-2027. Voilà, qu'est-ce que l'on peut faire concrètement pour résister? Alors,
on a beaucoup parlé des États-Unis, mais on s'est beaucoup intéressé à ces phénomènes et aussi dans nos sociétés démocratiques d'abord. Et c'est là qu'il y a un moment de bascule depuis quand même janvier de cette année, 2025, depuis que Trump est revenu au pouvoir et que toute cette mouvance dont on parle depuis tout à l'heure, effectivement, secoue largement et occupe toute notre actualité. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est depuis 2022 dans une guerre ouverte contre la Russie au sein de l'OTAN, donc de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est une des premières organisations multilatérales de sécurité à s'être emparée de la question des problèmes de désinformation qui étaient posés par nos adversaires. Et là, on incluait bien sûr, c'était plus facile quand on avait finalement que la Russie, l'Iran ou la Corée du Nord à pointer du doigt, parce que là on avait des adversaires avec des natures de régime bien identifiées et des modus operandi qu'on connaît maintenant assez bien. Aujourd'hui, ce qui est plus compliqué, c'est qu'on a des outils pour lutter contre la désinformation, pour lutter contre des phénomènes de campagne de subversion très fortes. Mais là, on est dans un cas de figure inédit où on a ces outils-là qui ont été largement pensés et réfléchis aussi avec des acteurs américains qui nous financent. Microsoft a beaucoup travaillé aussi, a beaucoup aidé. Et il y a un forum en Europe qui a lieu à Riga. Un des principaux sponsors de ce forum sur ces questions de désinfo aussi, c'est Microsoft. Donc aujourd'hui, on doit quand même essayer de trier le bon grain de livret parce que tous les Américains et toutes les entreprises américaines ne sont pas devenus technofascistes et on a encore besoin de travailler avec eux. Même chose, on a commencé ce débat et cette discussion en parlant de la NSC, de la CIA, du renseignement, de son rôle, de la collecte de données. Aujourd'hui, on s'en tire comment si on n'utilise pas du rance américain avec des données qui soient utiles pour continuer à combattre l'invasion russe en Ukraine. Ça, c'est compliqué. Et c'est ça, être au cœur du réacteur. Donc, il faut avoir quand même conscience de tout ça, ce qui fait relativiser certains phénomènes par rapport à d'autres. Mais nous, en tant que citoyens, on n'est pas tous obligés d'être sur Meta non plus. On n'est pas tous obligés d'avoir un compte Instagram avec nos enfants, ou on peut dire aussi à nos parents ou à nos grands-parents quitter Facebook, comme moi je dis qu'il faut quitter X depuis des années. Voilà, ça c'est des petits gestes. Et puis se dire aussi, est-ce que si on soutient la recherche, puisque c'est quand même super nécessaire, parce que si tous nos bons ingénieurs continuent à partir dans des pays étrangers, puisque le premier à les attirer jusqu'à présent, c'était quand même les États-Unis, le MIT continue à attirer. Bon, ça tombe bien, c'est sur le campus, enfin c'est à Cambridge, donc à côté de Boston, et donc ça fait Harvard, MIT, ça doit être un repère dans la ligne. Donc on peut encore peut-être y aller peut-être pas pour longtemps, ce serait bien qu'on arrive aussi à développer des choses avec les autres Européens. Et les financements européens, ils doivent aussi et d'abord servir à ça, pour pas qu'on ait juste un blue sky un peu boiteux et qu'on ait des vraies plateformes. Alors, je vous propose de passer à la séquence questions. Merci à tous les deux. Je vais vous demander de lever la main. Un micro va circuler entre les rangs et n'hésitez pas à dire qui vous êtes. Avant de poser votre question. Alors, je sais que c'est toujours difficile de commencer, mais voilà, merci. La question au fond, Nathalie, voilà, monsieur avec la chemise blanche. Ah, je peux te donner le mien si tu veux, puis on va se partager le micro. Non? C'est bon? Là-bas au fond. Ah, la régie, on a besoin d'activer le micro. Numéro. Je te prête le mien si tu veux. Tiens. Ok. Ça arrive. Ça va bien mûrir. On a 25 minutes devant nous. Voilà, au fond. Merci. Ça marche bien? Ouais, parfait.
Donc, je m'appelle Guillaume, je suis ingénieur et je me posais la question, on voit en Europe, mais aussi dans le monde, quand même une grande montée du pouvoir de puissance autoritaire. Et je me demandais, est-ce que ce ne serait pas aussi cette architecture technologique qui s'est mise en place qui favorise ce pouvoir autoritaire et comment s'en prémunir? Oui, alors je vais t'embêter de faire cette réponse-là à un ingénieur, mais parce que je suis surtout pas en train de dire que tous les ingénieurs sont des technofascistes en puissance, je commençais par là. Mais dans le bouquin, on mobilise pas mal de métaphores informatiques. On parle de pensée en API, on parle de monarchie distribuée, on parle de la souveraineté as a service, comme on dit, un logiciel as a service, donc des effets comme ça de délégation. C'est pas pour faire joli, c'est parce qu'on essaie d'observer ce qui est en train de se passer avec les yeux des concepteurs de ce système-là. Et souvent, c'est des yeux d'ingénieurs. C'est vraiment des gens qui voient le monde sous une apparence de rationalité, parce que quand on commence à gratter un peu leur discours, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'irrationalité aussi. Hein, c'est des univers peuplés de panique morale, etc. Mais je pense qu'il est important de comprendre comment s'organise effectivement ce pouvoir-là pour essayer de le combattre le plus efficacement possible. Et pour pouvoir le combattre, ça nécessite de pouvoir identifier un peu comme ça tous les éléments qui sont constitutifs de son organisation, ce qui n'est pas une tâche simple, ce qui est même une tâche plutôt herculéenne. Mais pour revenir à la question, oui, clairement, je pense que à la fois la circulation des idées et la consolidation de ces pouvoirs est facilitée par l'organisation économique du monde et la place, le poids qu'ont pris ces plateformes. Je reviens sur mon exemple de Palantir, parce que c'est l'exemple un peu chimiquement pur, c'est que l'ICI ne pourrait probablement pas faire ce qu'elle est en train de faire si elle n'avait pas les outils de Palantir ou d'une autre entreprise. Hein. C'est que les outils prédictifs permettent plusieurs choses. Ça permet à la fois, dans le cas d'espèces, de contourner les défenses des villes sanctuaires ou des États sanctuaires, c'est-à-dire qu'il y a des États aux États-Unis ou des villes qui ont choisi, et c'était déjà le cas sous les administrations précédentes, et notamment le premier mandat Trump, de ne pas coopérer avec l'ICI, donc de se mettre dans une situation où ils ne transmettent pas d'informations, sauf que Palantir a ses bases de données privées, donc en fait on peut se brancher comme ça à plein d'endroits qui neutralisent les défenses des villes sanctuaires. Et puis ensuite ça crée un arbitraire de la décision, c'est-à-dire ça crée des régimes de pouvoir où il n'y a pas de recours. Et je reviens là sur le rêve absolu des technofascistes, c'est la cité-État. C'est la cité-État où il y a un monarque qui décide de tout, où il y a un souverain absolu, et où en fait à la fois on choisit son peuple, mais on peut aussi décider arbitrairement que telle ou telle personne en est exclue. Et donc il y a une opacité de la décision, on ne sait pas pourquoi telle ou telle décision a été prise, et il y a une impossibilité du recours. Donc c'est des machines à créer de l'arbitraire. Donc c'est ça aussi qu'il faut combattre. Mais j'ai bien conscience en disant ça que la tâche est assez herculéenne. Maud ? Maîtriser les architectures en fait, dont vous parlez, notamment les architectures numériques, c'est un levier de puissance. C'est un levier de puissance pour les régimes autoritaires comme pour les autres puissances qui seraient... Donc il y a encore des démocraties libérales qui pourraient maîtriser ces architectures, mais jusqu'à présent, quand on parle aussi des architectures ou des infrastructures aussi, même du numérique, on pense aussi, on doit avoir à l'esprit la question très pragmatique des câbles. Et parce qu'en fait, pour que tout ça fonctionne, il faut aussi des câbles. Et or, Meta possède la plupart de ces câbles-là. Et donc, il y a aussi un monopole très important. Donc, et c'est pour ça que les puissances autoritaires, elles, essaient d'avoir la maîtrise de ces infrastructures-là. Donc, en fait, ce qui est au cœur de cette réflexion, c'est la question de la connectivité. Si vous n'êtes pas un État connecté, aujourd'hui, vous ne faites pas partie du village global et donc vous êtes complètement refermé. Mais encore faut-il que si vous voulez être assez autoritaire et être assez puissant, il faut que vous maîtrisiez à la fois les infrastructures, cette architecture-là et les infrastructures aussi du numérique. Je pense que ça, c'est un premier point qui est quand même assez crucial.
Et puis on l'a bien vu avec l'arrivée de Trump sur les enjeux de l'IA, les investissements qui ont été faits pour maîtriser aussi l'accès. Oui, alors, juste finir là-dessus. Votre question elle est aussi intéressante et c'est cette réflexion qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour bien appréhender ces phénomènes? Aujourd'hui, il ne faut plus penser de manière cloisonnée. J'ai bien aimé ta réponse quand tu dis oui, j'imagine que les ingénieurs... Alors les ingénieurs, ils seraient d'un côté, comme je parlais de David Chavarrias tout à l'heure, qui serait mathématicien, et puis il y aurait d'autres gens qui réfléchissent à la géopolitique et tout ça. Mais tout ça est lié en fait. Aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie finalement d'une fusion. Quand on fait des humanités numériques aujourd'hui, on appelle ça humanité numérique parce qu'on peut être aussi bien ingénieur, mathématicien, géographe ou historien et travailler ensemble. Parce que sinon, on n'appréhende pas ces phénomènes-là correctement et on ne fait pas d'analyse correctement. Donc aujourd'hui, l'avenir pour nos enfants, pour les plus jeunes, pour ceux qui montent, ceux qui font des data science, c'est à la fois de maîtriser la collecte des données, comment ça marche, comment on le fait concrètement, mais c'est d'être ingénieur de recherche avec cette double casquette d'humanité numérique et être capable d'être aussi bien sociologue qu'ingénieur. Je reviens juste rapidement sur ce que tu mentionnais, l'IA, c'est très intéressant. Il y a quelques semaines, l'administration Trump a annoncé un grand plan pour l'IA. Je me souviens aussi de l'allocution de J.D. Vance au sommet pour l'IA à Paris, qui était organisé par l'Élysée. Où il a fait ce qu'il fait d'habitude, il est arrivé, il a climatisé son auditoire, il a lâché son micro, très symboliquement il est parti avant même le discours d'Ursula von der Leyen, ce qui était du coup une manière de lui dire, voilà, vous les nains européens, je ne suis pas très intéressé par ce que vous avez à dire. Et en gros, pour moi, l'analogie que je fais sur la position des États-Unis sur l'IA aujourd'hui, qui est le nouveau levier de dépendance vis-à-vis de tous ces vassaux dont on fait partie, en tout cas dans leur logiciel à eux, ça fonctionne exactement comme le dollar. C'est-à-dire que de la même manière que le dollar a été un outil normatif qui a permis de maintenir sous tutelle tout un tas d'économies, parce que c'est la monnaie de l'échange mondial, ils veulent faire de l'IA à l'américaine en tout cas, l'espèce de protocole universel. Et donc c'est vous adhérez, ou si vous n'en faites pas partie, vous serez relégué à la 3e ou 4e division. Et donc je pense que ce qui se joue sur l'IA en ce moment là-dessus, c'est aussi ça. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois, en fait, j'ai les spots dans les yeux. Ah bah super, très bien, on va en prendre 2 alors. Merci. Alors, comme vous le savez, c'est bientôt la fin de Windows 10. Ne faudrait-il pas passer les systèmes sous Linux, ce qui permet d'avoir une plus grande indépendance au niveau de l'informatique? Et puis, plus que Blue Sky, il existe Mastodon, qui est un système de réseau décentralisé, et là, qui permet d'avoir une indépendance plus... et qui n'est pas américain. Et qui, surtout, n'est pas américain. Avec les chatons, les démailnagements, tout ça. En effet, il existe toute une galaxie de logiciels libres qui nous permettent aussi d'autonomiser en réseau. Oui, sur la question de la technocritique et de la résistance, je voulais vous signaler les Assises de l'attention le 24 janvier prochain à Paris, qui réunit plusieurs associations portées par des chercheurs, des médecins, des psys, des profs, des élus aussi, pour réfléchir justement sur la déconnexion et sur la résistance à l'entrée du numérique un peu partout. Et puis à Bordeaux, il y a une asso, enfin c'est une asso nationale, mais qui s'appelle Lève les yeux. On est 3 bénévoles et 3 animateurs et on fait des ateliers dans les écoles pour les parents et les enfants sur la déconnexion. Et nos collègues à Marseille nous disent que les enfants en CP, ils ont des smartphones. À Bordeaux, ça commence en CE1, CE2. Et là, c'est pas les Américains. Là, on peut faire des choses, quoi. Alors, les outils libres et la question de l'attention et des choix qu'on peut faire. Je vous rejoins sur la question de Linux, qui n'est quand même pas nouveau, hein, donc on aurait pu se poser la question depuis un petit moment. Et d'ailleurs, quand on veut bien travailler et ne pas être embêté et travailler pour ne pas être espionné par l'allié, et ben justement, on travaille avec des outils de ce type. Donc oui, ça c'est sûr, mais simplement, on n'a pas d'outils assez puissants. Et moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que là, ce qu'on voit, je parlais de fuite des cerveaux tout à l'heure, ça continue. Quand il y a eu à Paris ce grand forum sur où on voulait nous parler de souveraineté numérique et d'IA en disant qu'on allait tous investir, des millions, voire des milliards, le problème c'est que nos chercheurs,
ils continuent de partir dans des entreprises américaines. Même Mistral, la semaine dernière, donc, a quand même été séduit, alors que c'était sans doute... Donc, il y a quand même une résistance. Voilà, après, il y a à savoir pourquoi on veut bosser. Est-ce qu'on veut bosser parce qu'on va être super bien rémunéré, comme dans la Silicon Valley, avec des salaires astronomiques? Parce que ça, c'est des questions très concrètes, et c'est ce qui explique aussi le fait que nous, on n'est pas aussi développé suffisamment, parce qu'on ne paye pas bien nos ingénieurs, même si on pense qu'en France, on les paye super bien. Non, ils sont moins bien payés qu'ils sont payés en Amérique du Nord, et ça compte. C'est une des parties de l'équation qu'il ne faut quand même pas sous-estimer. Et votre autre question, pardon, je la perds. C'était la question de l'attention et de... Oui, sur les troubles de l'attention, mais ça c'est sûr que... L'association Lève les yeux qui en effet sensibilise beaucoup à tout ça et qui... Bien sûr, mais ça fait partie effectivement de ce qu'on peut faire individuellement, mais ça ne va pas nous permettre... Il faut aussi soutenir nos jeunes, parce que c'est intéressant l'IA aussi. C'est intéressant de travailler dans les sciences cognitives. Ça les passionne les gosses, et ça c'est utile aussi. C'est comprendre ces mécanismes et ne pas être complètement passif. Avec une approche paradoxale quand même, d'une ministre de l'Éducation qui dit qu'on doit supprimer les portables à l'école, et un enseignement d'IA et de Pronote et de toutes les applications qui obligent à aller sur ces écrans. On n'a pas une politique très claire. Qui obéissent aussi à des politiques publiques de détricotage, encore une fois, des services publics. C'est-à-dire que rajouter, souvent quand on rajoute du numérique, si je prends l'exemple par exemple des organismes de prestations sociales, quand on rajoute des couches d'intelligence artificielle, etc., en principe c'est pour mettre à distance l'organisme du public, ce qui là aussi rend les recours de plus en plus difficiles, etc. Et puis pour faire des économies, parce que du coup, vous n'allez plus parler à un humain de chair et d'os, vous allez parler à un chatbot. Donc oui, il y a quelque chose comme ça de très difficile. Et pour revenir sur la question du libre, évidemment, ça revient comme ça tout le temps dans les discussions depuis maintenant très, très longtemps. L'enjeu, c'est de réussir aussi à combattre la facilité d'usage, les promesses de toutes ces grandes entreprises, de tous ces services où tout est hyper facile. Alors je remarque quand même qu'il y a plein d'outils aujourd'hui quand on disait le logiciel libre il y a 15 ans ou 20 ans, on voyait les gouttes de sueur qui perlaient un peu, les gens se disaient oula, mais je vais jamais retrouver l'ergonomie que j'avais sur mon produit Apple, etc. C'est moins vrai aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont un peu plus facile, mais il y a tout un travail de désenvoûtement à faire vis-à-vis des... Mais je le dis d'autant plus modestement que, comme tout le monde, on est tous pris là-dedans, en fait. On a tous des dépendances à des niveaux divers. C'est mimétisme, en fait. Le mimétisme, et puis il y a la récompense. Puisque, en fait, les algorithmes, et c'est comme ça que fonctionne TikTok aussi, mais ce n'est pas les seuls, ça fonctionne par un mécanisme qui permet la récompense, donc l'addiction. Et ça marche aussi, ça marche pas que pour TikTok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, au fond. Oui, il y en a une. C'était passionnant et complètement flippant. Est-ce qu'il y a moyen d'être encore techno-optimiste, globalement et localement? Ou localement? Alors, où en êtes-vous avec ça? C'est tout au fond, là-bas. Alors, moi, je dirais oui, parce que je sais pas si... Enfin, c'est pas je dirais, c'est je dis oui. Parce qu'en fait, justement, à Bordeaux, il y a des gens qui travaillent sur les sciences cognitives qui sont très utiles, et c'est absolument passionnant. Et c'est pas du tout flippant, en fait, de comprendre. C'est un peu comme démonter je sais pas, le char, le truc, pour voir comment ça marche. À partir du moment où on met les mains dans le cambouis et qu'on n'est plus passif, je pense que c'est aussi notre avenir. Et en plus, en France, on est bon là-dessus. Donc, il faut qu'on arrête de se dire, oh là là, on est victime oui, ok, d'un super monopole, je suis entièrement d'accord. Mais par contre, on a encore la capacité à avoir un système d'éducation, même si on pense que c'est catastrophique. Comme on vit quand même dans un État centralisé où on peut regarder un peu ce qui se passe dans les programmes scolaires, on arrive quand même à avoir un accès à l'éducation qui, même si on n'est pas super bon en maths dans les classements, on arrive quand même à avoir enseigné l'histoire, pas comme aux États-Unis. On n'est pas dans un État fédéral où on enseigne le créationnisme. On intéresse quand même nos gamins à un certain nombre de choses. Donc c'est important aussi d'avoir ce discours positif, parce que quand on compare et quand on voit ce qui se passe, même chez nos partenaires ou chez nos alliés européens dans d'autres démocraties, on peut se dire que bon, on n'est pas si mal lotis. Ça permet de relativiser.
Donc il faut aussi que nos jeunes ne se sentent pas sous le poids de ce contexte qui paraît hyper lourd, entre les États-Unis qui nous lâchent et la Russie qui est prête à lancer d'autres ingérences contre la France. Non, il y a aussi le plaisir de savoir, de développer des modèles, et ça, on sait le faire aussi. Donc il faudrait qu'on s'en réjouisse. Oui, Olivier ? C'est l'occasion de rappeler, quand même, c'est toujours bien de le dire, que être technocritique, ça ne veut pas dire être technophobe. Alors je sais que, y compris à l'Élysée, on se souvient de la petite phrase d'Emmanuel Macron sur les amiches qui s'éclairent à la bougie. Je ne suis pas un amiche qui s'éclaire à la bougie, mais par contre, je crois assez. Il y a un auteur qui est toujours comme ça assez central dans la technocritique, qui est Illich, qui a écrit sur la technologie conviviale. Et en fait, la technocritique, pour moi, c'est combattre l'inéluctabilité de la technique. C'est-à-dire ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, par exemple, sur les technologies sécuritaires, c'est l'exemple le plus facile. On nous dit, en fait, c'est disponible, donc il faudrait absolument s'en servir. Et du coup, on perd aussi toute délibération démocratique. On perd la capacité de dire, en fait, telle ou telle technologie, non, on n'en veut pas. On ne veut pas de l'IA militaire, on ne veut pas de robots autonomes, on ne veut pas de la reconnaissance faciale, on ne veut pas de telle ou telle technologie. Ce qui, en vrai, le problème aujourd'hui, c'est que quand vous avez des responsables politiques en face de vous, ce discours-là vous fait passer pour un guerriero, quoi. C'est-à-dire on vous fait passer pour un terroriste en puissance quasiment. Alors qu'en fait, ça me semble être un discours de bon sens. Donc il faudrait réussir aussi à ramener Pour moi, l'apprentissage de la technique doit nécessairement s'accompagner de la critique qui va de pair. C'est-à-dire que peut-être qu'il faudrait aussi qu'on ait de l'enseignement de plus en plus, plutôt que d'apprendre aux gamins à coder coûte que coûte sans trop savoir ce qu'ils font, comme on apprenait bêtement des tables de multiplication par cœur. Peut-être que ça vaudrait le coup de faire un apprentissage de la technique qui soit un apprentissage dans ce que tu disais, toutes les dimensions. C'est-à-dire qu'on ait un apprentissage technique, sociologique, anthropologique, philosophique. Enfin, voilà, il y a, suivant évidemment l'âge auquel on le fait, mais ça me semble absolument nécessaire, parce que ça passera par la connaissance, quoi. Et est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui, bonsoir. Super. Donc moi, je suis étudiante en psychologie et je voulais revenir sur le rapport qui a été fait justement sur les réseaux sociaux et la santé mentale. On voit quand même que, je voulais votre avis en fait là-dessus, parce que la santé mentale, et c'est très bien, c'est un sujet qui est beaucoup mis en avant depuis le Covid particulièrement et les confinements, vu les dégâts que ça a fait. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une récupération assez rapide de ces termes-là pour pousser les gens à prendre soin de leur santé mentale, mais dans un but de les ramener un peu dans le droit chemin et de continuer à en faire des bons petits soldats pour être suffisamment bien dans leur peau pour continuer à fonctionner dans un système tel qu'il est et ne pas remettre trop les choses en question. Alors, moi, je pense instinctivement, en fait, pour moi, il y a un énorme sujet, notamment IA et santé mentale quand même, alors qui se déploie dans les algos, mais pas que l'algo, parce que j'ai en tête l'exemple de cet adolescent américain qui s'est suicidé après un échange assez long avec ChatGPT, où il a contourné en fait toutes les sécurités qui étaient censées empêcher ce genre de choses d'arriver. Donc en le faisant à la troisième personne, et tu as quand même une situation où ChatGPT lui expliquait comment dissimuler les marques qu'il avait sur son cou, et à lui expliquer que en fait le chatbot le connaissait mieux que son propre frère. On avait l'impression, en lisant cet article, j'avais l'impression d'être devant HAL, l'ordinateur dans 2001, l'Odyssée de l'espace, qui tout à coup se retourne contre l'équipage et agit de manière complètement autonome. Et je vais rejoindre du coup votre question. Bon, sur voilà, il y a tout un tas de sujets d'homogénéisation, d'aplatissement. On voit que c'est quand même des outils qui sont faits pour... comme c'est des outils statistiques, en fait, du coup, ils ramènent toujours tout vers le centre, un peu. Et surtout, là où ça m'inquiète, c'est que ça devient un palliatif à tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt que d'envoyer des gens pouvoir suivre de vraies thérapies, consulter des professionnels de santé, mais comme voilà, on sait l'état du système de santé en France, en fait, il va y avoir la tentation de se dire, mais ça peut être une tentation, car à quel point cette tentation-là sera assumée, de déléguer cette tâche-là à des outils
qui se font passer pour des compagnons, qui se font passer pour des individus, voilà, par anthropomorphisme, on a tendance à penser que c'est des individus de chair et d'os qui en plus sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est absolument formidable. Sauf que si on fait ça, on va au-devant de gigantesques difficultés. En plus, encore une fois, dans un contexte, et vous le rappeliez, où depuis le Covid, et on parle beaucoup de la santé mentale et la santé mentale chez les jeunes, où il y a eu un effet psychosocial qui a été extrêmement fort. Donc je pense qu'il faut être absolument vigilant là-dessus. Et d'une manière générale, sur la délégation algorithmique, toujours cette tentation, on va dire ça fait moderne, on va pouvoir, voilà, on va moderniser l'enseignement, les systèmes de santé. On remarquera d'ailleurs que c'est quand même toujours sur les budgets où on a le plus envie d'aller raboter. C'est-à-dire on va mettre de la technologie parce que ça va permettre de... En fait, c'est un autre nom pour la casse du service public. C'est pas des algorithmes qui se sont programmés tout seuls, c'est des choix politiques. Et des choix politiques qui s'incarnent dans le fait de souscrire à telle ou telle suite logicielle, à tel ou tel outil technologique. Et donc il faut porter la discussion et le débat dans le champ politique et que la classe politique arrête de s'abriter justement derrière une espèce de neutralité de la technique qui n'existe pas. Maud, un avis sur cette question? Non, mais je trouvais très intéressant le fait que vous rappeliez que aussi la jeunesse a un esprit critique et que vous êtes peut-être capable tout seul. Je pense que c'était aussi, je l'ai compris comme ça, moi, votre question, sur le fait qu'on puisse imposer le fait de dire ce qui est bon pour la santé. C'est bien de s'en préoccuper, que ce soit une cause nationale pour les plus jeunes, mais comme on a tendance à englober les plus jeunes au-delà même de 18 ans. Moi, j'ai des enfants qui ont entre 15 et 21 ans, donc je vois un peu la difficulté qui ont aussi vécu la Covid. Moi, je leur dis pas comment utiliser ou pas, ou quels réseaux sociaux ils doivent avoir ou pas sur leur téléphone, parce qu'ils ont des téléphones, ils ont des smartphones aussi. Et pour autant, leur santé mentale peut m'inquiéter. Donc, je ne sais pas si c'est par effet de mimétisme qu'ils avaient enlevé TikTok pour me faire plaisir ou pour se faire bien voir et puis qu'ils l'ont remis en douce. Ça arrive aussi. Ce que je veux dire, c'est que, et si je prends cet exemple, c'est que je comprends que votre question, c'est aussi on ne va pas dicter aux jeunes exactement ce qu'ils doivent faire ou pas, parce qu'ils ont peut-être que la génération qui arrive, elle est quand même plus à l'aise encore avec... Elle les subit, mais elle est plus à l'aise avec ces technologies que nous ne le sommes, nous qui parlons ici sur cette estrade. Hein, je vous englobe tous les trois. Et donc, ce qui permet... oui, parce qu'il y a une adaptation aussi du cerveau humain. On n'est pas que passif par rapport à tout ça. Et il y a aussi une réflexion qui se fait. Il y a des vrais dégâts, mais il y a aussi une possibilité de prendre en main sa propre santé mentale et de savoir ce qui est bon pour soi-même. Ça fait partie aussi du libre arbitre. Et je comprends votre question. Il nous reste un tout petit peu de temps pour une dernière question. Oui, moi j'avais une question c'est une question ou une réflexion qui revient sur la façon d'avoir à penser cette situation technologique. Et c'est un petit peu en écho à ce que j'avais tweeté à Olivier Tesquet à propos de Bernard Stiegler, quelqu'un qui quand même était un penseur, un philosophe de la technique, qui aurait permis, s'il avait été écouté, et pourtant il faisait partie du Conseil du numérique sous François Hollande, avec un certain Tariq Rim également, qui est quand même le fondateur de NetVibe. Et moi je me pose quand même cette question, mais pourquoi on s'en est remis plus finalement à l'ingénierie, pour faire écho à ce qui a été dit tout à l'heure à propos des ingénieurs. Mais là, on est en face de gens qui étaient en capacité de penser le phénomène de l'attention, captation de l'attention, mais aussi comment ça a une incidence sur la psychologie. On parlait de psychologie liée au Covid, mais on parle de psychologie aussi liée à ce pouvoir qui est détenu par ceux qui possèdent effectivement les algorithmes, et ceux qui sont en capacité de travailler toutes ces datas qui sont brassées dans des serveurs et dans des fermes qui sont colossales. Et aujourd'hui, avec l'IA, c'est un truc qui est phénoménal. L'IA, c'est le nouveau moteur de recherche de tout le monde, quoi. Je veux dire, quand on a en plus de ça la publicité qui incite les gens... moi, j'ai vu ça au cinéma il n'y a pas encore longtemps. Quelqu'un qui est au téléphone, qui demande à ChatGPT comment il doit laver son pull. C'est un truc qui est abominable. C'est 7 watts
d'énergie pour le cerveau, alors que ça demande, via ChatGPT, ça demande je ne sais pas combien de mégawatts pour aller piocher l'information sur tous les serveurs du monde. C'est un truc de fou. Et c'est ça, en fait, moi, c'est ça qui me dépasse quand on y pense bien, qu'on n'ait pas réussi à imaginer, à travers des penseurs comme lui, mais je vois qu'il y a des gens comme Anna Lambert qui sont dans la suite logique d'Ars Industrialis, et c'est des gens qui étaient en capacité de penser les choses, quoi. Et dernière petite chose, Madame, vous évoquiez le fait d'avoir à éventuellement ne pas utiliser Meta, Twitter et tout ce qu'on veut. En même temps, je suis en train de raisonner, mais dans l'administration, les services publics, via les marchés, ont obligé. Et vous êtes dans l'armée, je pense que vous utilisez des messageries qui sont sous Microsoft, par exemple. Non? Voilà. Et donc, tous les services publics... Moi, je milite pour qu'on ne le fasse pas. Oui, très bien. Moi aussi, je milite. Mais dans les services publics, on n'a pas le choix, quoi. Ouais. On doit s'arrêter, donc une toute rapide je vais la faire très courte. En fait, c'est dommage. Le problème, c'est qu'en France, on a toujours envisagé, d'ailleurs, pendant longtemps, on disait le secrétariat d'État à l'économie numérique. En fait, on a toujours envisagé la chose technologique comme juste un moyen d'avoir des points de croissance supplémentaires. Et du coup, on s'est complètement privé de toute une réflexion en sciences dites molles sur la technique, alors que pourtant, je sais qu'on en a produit. Je suis à Bordeaux. Jacques Ellul a quand même été et est toujours un grand penseur de la technique, mais c'est comme si tout ça restait dans des sphères un peu nuageuses de la pensée, n'ont pas du tout été associés à la réflexion sur la technique, et hélas ne le sont toujours pas beaucoup. C'est-à-dire que quand Macron annonce la création de X data centers en France, ok, super, mais... déjà pour faire tourner quelle puissance de calcul, parce que c'est des data centers pour faire tourner la puissance de calcul d'entreprises étrangères, bon, pas génial. Il n'y a aucune vision, c'est même pas, alors là ce serait une vision stratégique, mais il n'y a même pas de vision politique de la technique, mais parce que je pense qu'il y a une grande incompétence aussi de la classe politique sur ces sujets-là. On s'arrête là à mûrir. Merci à tous les deux et merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci pour